Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonjour. Merci de suivre Cas Pratique, votre magazine qui décrypte les faits des sociétés et propose des esquisses de solutions en vue des changements de comportement. Aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous allons aborder un thème très important, nous allons creuser la réflexion autour d'un thème très important dont voici maintenant l'intitulé. Et pour décrypter ce thème, nous avons choisi un quatuor de spécialistes dont voici à présent les identités respectives. Serviteurs de Dieu Yao et Jeanne Nguetia sont originaires de la Côte d'Ivoire. Ils ont convolé en juste noces le 5 mars 1988 et sont parents de 4 enfants. Monsieur et Madame Nguetia sont des conseillers conjugaux et familiaux. Ils sont diplômés de l'Institut biblique des œuvres et missions internationales et du Centre de formation biblique pour pasteurs et titulaires du diplôme théologique approfondi de l'Institut biblique d'enseignement à distance. Depuis 1993, ils ont décidé de servir le Seigneur Jésus à plein temps. Leur ministère est orienté sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Monsieur Zabi Frédéric est psychothérapeute, diplômé de l'Université de Montréal, Canada, où il a obtenu un PhD en psychologie clinique, spécialisation en psychothérapie. Formé à Mount Carmel International Training Center à Haïfa, Israël, il est aussi psychologue spécialisé dans la gestion du stress post-traumatique. Criminologue spécialisé en droit pénal et sciences criminelles, il jouit aussi d'autres statuts professionnels, à savoir ceux d'inspecteur d'éducation spécialisé, de thérapeute de couple et d'éducateur familial et de coach de vie. Dr Djibril Madi est un citoyen ivoirien basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après l'obtention du baccalauréat série D, il a fait des études en médecine. Il s'est spécialisé en gynécologie. Ses études ont été sanctionnées par l'obtention d'un doctorat en médecine. Depuis l'année 1996, il exerce en tant que gynécologue. Homme d'expérience, Dr Djibril Madi est aussi animateur radio. Bonjour madame et bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci. Alors tout de suite, on va faire un tour de table. Vous allez donner votre approche définitionnelle du thème. Alors moi c'est le docteur Djibril Madi. Je suis médecin, je suis gynécologue. Et je bénis Dieu pour ce thème parce que, effectivement, en tant que praticien, j'ai eu beaucoup de cas comme ça où dans le couple, il y a eu des problèmes parce qu'ils ignoraient effectivement ce qui se passait dans leur corps. Et ça, ce sont des choses vraiment qu'on ne peut pas enseigner à l'église. Et heureusement que VSTV nous donne l'occasion de pouvoir parler de cela. Et je sais que beaucoup iront justement vraiment satisfaits à partir de cette émission. C'est cela, c'est ce que nous espérons. Docteur Zabi, je suppose que vous embauchez la même trompette. Absolument. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour à vous, bonjour le monde. Je veux dire d'abord merci à VSTV pour l'opportunité qu'elle nous donne ici de pouvoir nous exprimer sur un sujet aussi important. Il faut dire que l'ignorance dans le couple est une vraie maladie et c'est toujours une très bonne chose de pouvoir s'y attaquer parce que l'ignorance en tant que manque de connaissances, manque d'instruction, manque de savoir est la première cause en fait d'opposition des membres d'un couple. Donc c'est très bon qu'on vienne ici pour éclairer la lanterne du téléspectateur là-dessus. C'est cela. Tout à l'heure, nous avons décliné l'identité des invités. Nous avons aussi le couple Nguetia, ce sont des pasteurs. Avec eux aussi, on va voir l'approche définitionnelle. Oui, pasteur et conseiller conjugal. Et je suis le même chemin que les amis qui viennent de parler. Mais docteur, merci d'avoir dit que c'est difficile d'en parler à l'église. Mais je crois qu'il faut en parler puisque la connaissance vient de Dieu. Et nous, les pasteurs, nous avons l'habitude de dire que le peuple périt par manque de connaissance. Et qui doit lui donner cette connaissance? Mais c'est à VSTV qui nous donne l'occasion d'apporter cette connaissance aux téléspectateurs. Alors, Madame Nguetia Jeanne. Oui, juste pour dire merci à la Voix Sainte TV pour l'occasion qu'elle nous donne pour faire au moins la promotion de la connaissance et du savoir. Parce que, comme on l'a dit, on a toujours dit, et c'est vrai, on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance.
mais l'occasion elle nous est donnée aujourd'hui de donner la connaissance à nos frères et sœurs. Voilà. Les effets négatifs de l'ignorance sur l'harmonie du couple, c'est le thème que nous allons décrypter tout à l'heure. Vous savez qu'à Cas Pratique, il y a une histoire. Et donc ce thème est illustré. Voici l'histoire du jour. Christian, 36 ans, et Esther, 28 ans, sont en ménage depuis l'année 2011. Avant de vivre ensemble, chacun a eu un enfant. Les deux partenaires exercent chacun une activité professionnelle. Depuis quelque temps, le mur de l'harmonie conjugale s'est lézardé au point où le spectre d'une séparation définitive plane désormais sur le jeune couple. En effet, la conception d'enfants est au cœur de leur mésentente. Christian veut avoir des enfants maintenant, ce qui n'est pas le cas d'Esther qui repousse l'échéance à plus tard, voire dans quelques années. Les raisons, on lui a confié de grandes responsabilités au travail et elle craint que des grossesses successives l'empêchent non seulement d'être efficace, mais aussi et surtout de se construire sur le plan professionnel. Christian, son concubin, y voit au contraire des signes d'infidélité conjugale. Ce qui le conforte dans sa thèse, c'est la présence de lait dans les seins de sa concubine. Pour lui, c'est la preuve que sa concubine l'a plusieurs fois trompé et a certainement fait des curetages pour se débarrasser des grossesses indésirées. C'est ce qui expliquerait, selon Christian, qu'Esther, sa chérie, ait les seins d'une nourrice. Comme son chéri ne cessait de l'importuner, Esther a finalement accepté d'avoir des enfants avec son concubin. Depuis 2011, ils sont en quête d'un enfant, mais leur horizon d'attente n'a pu être satisfait. Jusqu'à ce jour, Christian continue de soutenir que sa compagne le trompe. Exaspérée par les incessantes piques et les soupçons de son concubin, Esther a fini par faire des aveux mensongers à son partenaire, selon lesquels elle voit un autre homme. Depuis ce jour, Christian croit mordicus qu'Esther a des relations extra-conjugales. Par conséquent, Christian a l'intention de rencontrer les parents biologiques de sa compagne pour leur signifier sa volonté de rompre avec leur fille. Christian a un ami, qui est par ailleurs ce confident, du nom de Perrault. Perrault connaît très bien la situation conjugale délétère que vit son ami Christian. Il lui a fait une visite surprise et aborde la question qui fâche. Ça va, c'est content de te voir. Ici, mon frère, moi-même. Quand je te vois, j'ai de la joie. Ça va un peu? Oui. Ah, Dieu merci. 2 jours. Ouais, ça va, je suis là, mon frère. Et les activités? Ça va, ça va. Je passais par là, dans le quartier, je suis passé juste te saluer. T'as pris un peu d'eau? Non, l'eau, ça va, ça va. C'est un bonsoir. Ça va un peu? Oui, ça va. Et la famille? Ça va très bien. Ah. Des nouvelles? Il n'y a rien de grand. Esther est là. Elle est là-bas, mon frère. En tout cas, elle est assise là-bas. Elle est assise dans le salon. Okay. Comment elle est là-bas? Oh Dieu, ce sont les mêmes histoires là. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Mais ça là, c'est une vieille histoire. Il ne sait même pas. Dieu, ta compagne, Esther, elle est où? Elle est là-bas. Je ne peux plus supporter cette histoire. Bon, il y a quel problème? Je suis fatigué. Il y a quel problème? Il y a quel problème au juste? Esther, je ne la comprends plus. Je sens qu'elle me trompe. Esther te trompe? Elle me trompe. Bon. Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu as pu me dire? Mais, frère, c'est Pérou. Une femme qui n'a pas encore des enfants, mais qui a du lait dans les seins. Elle a du lait dans les seins. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? C'est une preuve suffisante pour dire qu'elle te trompe. Mais elle n'est pas prête de me faire des enfants. Je n'arrive pas à comprendre. Mets-toi à ma place. Chris, calme-toi. Hein? Non, calme-toi. Calme-toi. Tu sais, dans ce genre de situation, c'est la communication. Dans un couple, le plus important, c'est la communication. Est-ce que tu as eu quand même à échanger avec elle une fois ou deux? Hein? Comme ça, là, vous causez. Oh. C'est vrai que tu comprends? J'ai tout essayé, ça, j'ai tout essayé. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai envoyé même des gens pour la voir. Elle n'est pas prête, elle dit qu'elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête.
Quand c'est comme ça, c'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Chris, essaie d'échanger avec ta femme. Essaie d'échanger avec ta compagne. Non, hein? Je sais pas. Pérou, tu es mon ami. Tu es mon ami. Je sais que tu es mon meilleur ami. Je sais. Et je ne te cache rien. Je sais. Mais si je te parle d'Esther que je suis découragé, vraiment je suis découragé. Chris, essaie d'échanger avec Esther. J'ai tout essayé, P. J'ai tout essayé. J'ai même envoyé mon oncle même, quelqu'un que je connais, poser avec elle, mais rien n'a marché. Je suis fatigué en fait. Cette histoire me saoule. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Souvent quand tu poses, elle te dit quoi? C'est les mêmes histoires. Elle te ment quoi? Mais moi, je te conseille, qu'est-ce qu'on va dire? Écoute-moi. Je te conseille d'aller causer à nouveau avec ta chérie. Parler franchement, comme un bon couple. De toute façon, vous êtes rencontrés au début et puis c'était propre là. Parler comme ça. Tu ne peux pas te lever du jour au lendemain pour... Je te parle d'homme à homme, non? Bon, ok, tu as compris. Je vais essayer une fois. Tellement je suis fatigué. Mais je vais essayer une fois. Je vais aller me reposer. Et après, je vais en parler avec elle. C'est maintenant que je te reconnais. Quand je t'entends parler comme ça, ça me réjouit. Merci. Alors, donc, bon, comme moi j'avais une course à faire là, je vais demander à Patrick. En tout cas, je compte sur toi. Je compte sur toi. Merci beaucoup. Esther, je t'ai appelé pour qu'on discute une fois pour toutes. Parce que cette histoire dure. Elle dure. Et je suis fatigué. Je suis tellement fatigué. Parce que j'arrive pas à comprendre. Pendant 6 ans, on a tout essayé pour avoir des enfants. Mais jusque-là, rien. Et ça, tu n'arrives pas à m'expliquer. Vraiment, je veux savoir quelque chose. Explique-moi. Je veux comprendre quelque chose. Mon chéri, tu reviens sur cette affaire-là encore? C'est vrai que dans les débuts, je n'étais pas contente pour te faire des enfants. Compte tenu de mon travail, tu comprends? Comment se fait qu'il y a du lait dans tes seins? Pour moi, je dis que tu me trompes avec quelqu'un d'autre. Malgré tout ce que je t'ai dit, tu n'arrives pas à me comprendre. Qu'y a-t-il? Moi, je pense que tu fais du curetage. Ah bon? Et pourquoi? Christian, mais arrête ça là! Tu blagues ou bien quoi? Comment ça, je blague? 6 ans, on est resté ensemble, tu fais des curetages. Et pourquoi? Je me dis que tu me trompes avec quelqu'un d'autre. Ok, Christian. Comme tu ne me crois pas, je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Je sors avec quelqu'un. Ce que tu arrives à me dire, je le savais. Je le savais. Bon, écoute, cette histoire me fatigue. Et je n'en peux plus. Je crois que dans quelques jours, j'irai voir tes parents au village. Pour vraiment rompre avec toi. Parce que cette histoire me fatigue. Tu as compris? Messieurs, mesdames, nous avons visionné cette belle histoire qui est du factuel, qui est du vécu. C'est une histoire réelle et des acteurs se sont prêtés au jeu. Ils nous ont fait sortir cela. Alors, quelles sont vos impressions? Ben, par rapport au thème, je crois que c'est très bienvenu parce que cette situation est quasi ignorante des chrétiens, même pas seulement des chrétiens, mais même des non-chrétiens, comprenez? Parce que le corps est un mystère. Vous voyez, le corps est un mystère et parce que celui qui l'a fait aussi, il n'est pas mystère, parce qu'en Christ on le connaît. C'est cela. Déjà. Donc il nous a fait la grâce de pouvoir connaître ces choses-là. Et ce dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle la galactorée. Justement, parce que la jeune dame de 28 ans se retrouve avec du lait dans les seins. Est-ce une maladie? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est normal? Non, la galactorée n'est pas une maladie, c'est un signe d'une maladie. C'est un signe. Avoir du lait dans le sein chez la femme, même il peut avoir du lait aussi chez l'homme.
Ah bon? Il peut y avoir du lait chez l'homme aussi? Oui, oui. Dans le cas d'une pathologie qu'on appelle l'hyperandrogénie, il peut y avoir du lait dans le sein d'un homme. Mais ici, on parle de la femme. Donc, c'est dans ce cadre-là, justement, que le conjoint ne sachant pas qu'effectivement, ça peut arriver, alors il a pris une décision vraiment qui n'est pas sage. Docteur m'a dit, c'est vrai, on ne va pas faire forcément le procès de cet homme, mais c'est normal que vous en parliez. Il y a aussi que la femme, la jeune dame, elle est aussi ignorante de ce qui lui arrive, parce qu'elle n'a pas pu expliquer ce qui lui arrive. Donc il n'y a pas seulement que, je vais dire, dans ce jeune couple, l'ignorance seulement chez l'homme, la femme aussi ne sait pas ce qui lui arrive. Oui, effectivement, malheureusement, c'est qu'il y a une malheureuse coïncidence. Oui. Au moment où elle dit que oui, effectivement, qu'elle va avec quelqu'un d'autre, et que du coup, il y a du lait. Vous comprenez? Alors l'autre, donc, elle a alimenté l'ignorance de l'autre. Vous comprenez? Elle, son ignorance a alimenté l'ignorance de l'autre, et voilà, c'est la catastrophe qui arrive. Alors je veux dire à tous les spectateurs que c'est des choses qui arrivent. Voilà. Une femme peut avoir du lait dans le sein sans qu'elle soit enceinte, mais ce n'est pas grave. D'accord, on y reviendra. On y revient tout à l'heure. On va prendre l'impression du psychothérapeute que nous avons ici. Je vais tout de suite lui poser cette question avant qu'il ne dise d'autres choses. Alors, M. Zabi, vous êtes psychothérapeute. Vous avez étudié dans les universités étrangères. Alors, ce que je veux savoir tout de suite, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ces deux partenaires? On a vu, Christian accuse vraiment sa chérie d'avoir fait des curetages parce qu'il ne s'explique pas justement la présence du lait dans les seins. Qu'est-ce qui peut se passer aussi au niveau de, comment elle s'appelle, j'oublie un peu son nom, mais c'est Esther, voilà, Esther. Esther ne peut pas se défendre. Qu'est-ce qui peut se passer psychologiquement? Est-ce qu'on peut arriver à une déstabilisation, à une disharmonie du couple? C'est très possible. C'est la première chose d'ailleurs qui guette ce couple-là. Parce que en l'absence de connaissances, très souvent, ce qui arrive, c'est la violence. Et la violence est toujours un aveu d'incompétence. Incompétence d'un point de vue de l'incapacité à pouvoir expliquer les problèmes qu'on vit. Je vais vous dire, en rebondissant sur votre interrogation, que c'est des cas que je vis au quotidien dans mon cabinet en tant que psychothérapeute. La plupart des histoires qui opposent les couples en général, quand on va au fond, on se rend compte que ce sont des histoires qui sont liées à l'ignorance, qui sont liées au manque de savoir, au manque de connaissances. Malheureusement, ça c'est le vécu quotidien de tout le monde. Parce que nous faisons des études dans un domaine précis. On fait des études en médecine, en mathématiques, en sciences physiques, en sciences naturelles. On fait des études en agriculture. Mais la vie de couple, ça ne s'enseigne pas. C'est cela. Et c'est là la difficulté. Et ça fait que les gens sont confrontés à leurs propres ignorances au quotidien. Comment gérer cette ignorance? Comment la surmonter? Voilà toute la problématique. On y reviendra. On a un couple qui va nous gratifier certainement de conseils. Vous avez aussi du terrain depuis 1988. Vous êtes pratiquant juste de couple, de foyer en déliquescence et tout ça. Voici l'histoire de ce couple qu'il faut sauver parce qu'ils sont au bord de la rupture. Voici le problème. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Voilà, nous avons parlé de l'ignorance et il faut toujours fustiger ce fait-là. Nous sommes appelés à connaître et on connaît beaucoup de choses, comme l'a dit tout à l'heure notre ami qui a pris la parole avant moi. Docteur Zabi. Docteur Zabi. On connaît beaucoup de choses, mais souvent on a beaucoup d'ignorance sur nous-mêmes. Les chrétiens disent facilement le corps de l'homme ne lui appartient pas, c'est pour sa femme. Le corps de la femme ne lui appartient pas, c'est pour son mari. Et c'est vrai. Ça veut dire aussi que nous devons connaître un minimum quand même sur le fonctionnement du corps de l'autre. Justement, pasteur Nguetia, aujourd'hui, c'est vrai que l'ignorance, surtout de Christian, travaille au pourrissement de la situation. Mais c'est certainement sa mentalité, les préjugés qu'il a. Une femme qui a du lait dans le sein, c'est certainement une femme qui a fait peut-être des curetages ou qui est nourrice. Donc, je veux dire qu'il va un peu sur quelque chose qui est fondé. Malheureusement, c'est l'ignorance, comme vous l'avez souligné. À la place toujours de la connaissance, c'est l'ignorance. Et souvent, quand on est ignorant, on croit en savoir plus. Tout de suite, on se fait une idée que c'est parce qu'elle a pris une grossesse qu'elle a enlevée. Et puis, on va interroger quelqu'un de notre milieu qui est peut-être plus ignorant que nous, qui va dire, mais ça veut dire que si c'est même pas avec toi que ta femme a pris la grossesse, c'est que ça peut être avec quelqu'un d'autre. Oui. Parce que là, dans l'histoire, on se rend compte que le monsieur, il voyage aussi un peu beaucoup. Il voyage un peu Donc, beaucoup, vous voyez,
Et il a aussi un confident, Pérou, voilà, qui l'a expliqué l'histoire. Et si vous tombez sur un confident, si un aveu conduit un aveu, qu'est-ce qui va se passer? C'est cela. Alors, les deux vont tomber dans un trou. Alors, Maman Nguetia a un cas comme ça sous la main. Elle a une fille je vais dire vierge, mais pourtant qui se retrouve aussi avec du lait dans le sein. Oui, ben, on a vécu vraiment ces cas parce que pour la première fois, quand elle est venue expliquer le problème, nous tous même on a tiqué parce que c'était une première fois qu'on vivait l'expérience. D'accord. Mais on a tout de suite compris qu'avant le péché, quand même, on pouvait se permettre de ne pas avoir ces problèmes. Mais après comment ça? Je ne comprends pas. Avant la chute de l'homme, je veux dire. Donc, tout était naturel, tout était bon. Mais une fois que le péché est entré dans l'homme, on peut s'attendre à tout cela. Donc, vraiment, quand elle nous a expliqué le cas, on a vraiment considéré la chose et on l'a orienté vers les docteurs. Justement. Ça se reflète que le jeune couple n'a pas eu, ce sont des concubins, hein. Ce sont des concubins. Docteur m'a dit. Oui, en fait, c'est que Dieu, dans sa grâce, a mis dans le corps humain un organe qu'on appelle l'hypophyse. Et cette hypophyse-là a deux parties. Une partie antérieure qu'on appelle l'antéhypophyse, qui est devant, et une partie postérieure qu'on appelle la post-hypophyse. Alors, cette partie antérieure-là sécrète une hormone qu'on appelle la prolactine. Et c'est cette prolactine-là, lorsque le taux est élevé au-dessus de 15 picogrammes, alors le lait commence à apparaître. Parce que la prolactine agit au niveau des seins de la femme. Voilà le problème. C'est ça. Voilà. Donc, une femme qui n'est pas enceinte c'est-à-dire une femme qui n'est pas enceinte peut avoir du lait dans le sein parce que dans la tête de la femme, au niveau de ce qu'on appelle la selle thyroïdique, il y a un organe qu'on appelle l'hypophyse qui sécrète cette hormone-là. Et cette hormone, c'est très important parce que pendant la grossesse, c'est cette hormone qui permet que la femme elle a le développement des seins et c'est cette hormone-là qui permet à la femme de pouvoir allaiter. D'accord. Voilà. Donc, mais justement, docteur, est-ce que c'est normal justement pour une femme d'avoir du lait dans les seins alors que justement elle n'est pas en grossesse ou bien elle n'est pas nourrie? Parce que c'est ça. Oui, effectivement. Parce que vous avez parlé de signes. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Oui, c'est dans le cadre d'une pathologie. D'accord. C'est dans le cadre d'une pathologie. Donc c'est pas normal. Maladie. Donc c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Et dans ce cas-là, je crois que l'étiologie, c'est-à-dire que la cause, c'est justement le stress psychologique que cette dame a subi. Vous comprenez? Elle devait aller travailler et voilà, on lui impose. Non, c'est-à-dire que la sagesse humaine veut qu'elle ait des enfants d'abord, etc., etc. Ils ont convenu ensemble. Malheureusement, c'est que voilà, il y a l'hyperprolactinémie qui se met en marche et cette hyperprolactinémie entraîne forcément une infertilité. Une infertilité. Justement, on va en parler. On sait que, selon l'histoire que nous avons renseignée, Christian et Esther ont déjà un enfant, on va dire hors mariage. Bon, de toute façon, ce sont des concubins. On ne parle pas de mariage. Ils se sont mis en ménage. 6 ans après, ils veulent avoir des enfants. Bon, pas 6 ans après, mais je veux dire, ils ont convenu de faire des enfants. Mais malheureusement, 6 ans d'attente. La quête d'un enfant est devenue au cœur de leurs préoccupations. Qu'est-ce qui s'est passé? On va toujours parler d'abord un peu avec un co-docteur. Est-ce que c'est la stérilité qui les a frappés? Non, en fait, c'est le fonctionnement de cette grande hypophyse-là. C'est son fonctionnement, justement. Vous voyez, quand vous dites frapper, c'est un peu trop fort. D'accord. Il peut y avoir plusieurs causes, vous comprenez? Bon, il y a ce qu'on appelle, ici, dans ce cas-là, je pense que c'est un problème psychologique. Vous comprenez? C'est un problème psychologique. Voilà. Parce qu'il y a l'insuffisance rénale chronique, il y a ce qu'on appelle un adénome, c'est-à-dire une tumeur au niveau de cet organe-là. Et donc il y a plusieurs causes. Mais cette cause, ça, je suis convaincu que c'est une cause psychologique, un stress permanent qui a fait que justement cette dame-là, elle a commencé à développer du lait. Elle a commencé à pouvoir développer du lait dans le sein. D'accord. On va prendre l'avis du psychothérapeute que nous avons ici, M. Zadi Frédéric. Est-ce que vous êtes d'avis avec Docteur Madi? Absolument, absolument, madame. Moi, je me rends compte d'une chose qui me frappe, c'est que l'ignorance conduit au tombeau. Ça, c'est la première chose qui me frappe dans cette histoire. Parce que la galactorée, comme le médecin l'a si bien nommé tout à l'heure, ça peut être lié à beaucoup de facteurs. Et l'un des premiers facteurs ici, ça peut cacher une maladie. Par exemple, une tumeur de l'hypophyse, comme il a dit.
Donc, étant le signe d'une maladie, on reste dans l'ignorance, on reste dans les accusations qui sont totalement gratuites et infondées. On met une pression inutile à la partenaire ou le partenaire, et puis on meurt à petit feu, sans se rendre compte qu'on est en train soi-même de se conduire et de conduire notre partenaire au tombeau. Donc, ce qui serait bien, c'est de développer le réflexe systématique de la consultation médicale. Quand on se rend compte qu'en temps normal, l'homme a un fonctionnement, et ce fonctionnement-là, ici, n'est plus normal. On sait que quand une femme vient de faire un enfant, la normalité veut qu'au-delà du sévrage, après un certain temps, qu'il n'y ait plus de lait. Mais quand il y a du lait, on doit normalement aller consulter un médecin. Il y a des femmes qui, après avoir peut-être sevré leurs enfants, il y a un matériel de tire-lait ou quoi, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bon, docteur? Oui, le tire-lait, oui, c'est bon parce que, vous voyez, maintenant, le monde est devenu maintenant un monde de travail et la femme, elle doit retourner au travail. Donc, et le bébé, il a peut-être 2 mois, 3 mois. Or, les congés qu'on donne, c'est au plus quand l'enfant a 3, 4 mois, vous comprenez, et l'enfant continue de téter, puisqu'on dit qu'il faut continuer l'allaitement jusqu'à 2 ans. Vous comprenez? Donc, forcément, il faut avoir du tire-lait, il faut donner du lait à l'enfant. C'est ça. Le lait paternel, c'est le lait le plus complet. Voilà. Donc donner du lait à l'enfant. Et c'est normal qu'elle ait encore du lait et qu'elle ait les accessoires pour pouvoir donner du lait à son enfant. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est après le sévrage, si ça continue, vous voyez, malgré tout le sévrage, etc., qu'on est loin, loin des 2 ans. Alors, quand ça continue, alors comme l'a dit docteur Zabi, il faut aller voir le médecin. Ayez les réflexes d'aller voir le médecin. Tout n'est pas diabolique. C'est le premier réflexe qu'il faut avoir, c'est ça? Tout n'est pas diabolique, tout n'est pas esprit. Vous voyez, il faut aller voir d'abord le médecin. Donc j'ai eu un cas comme ça, comme maman l'a dit tout à l'heure là, une fille qui était vierge et qui avait du lait dans le sein. Wow. Vous comprenez? Bon, en tant que croyant, j'ai cru, bon... Ça vous a choqué quand même? Oui, ça m'a... Pour nous, quand même, les profanes. Ça ne m'a pas choqué, bon, puisque je suis chrétien, il faut considérer tout... Chrétien et médecin aussi. Oui, en plus. Mais je veux dire que c'était le premier... Il y a l'âme et il y a l'esprit. Dans votre carrière de médecin, c'était quand même la première fois que cela arrivait ou bien? Oui, c'est quand j'ai été converti et que j'ai eu ce cas-là, je me suis dit, tiens, c'est pas possible qu'une fille vierge ait quand même du lait dans le sein. Et alors j'ai commencé à lui poser des questions, à savoir, est-ce que dans tes songes, tu ne vois pas quelqu'un, des maris de nuit, tout ça, etc., tu ne vas pas coucher éventuellement. C'est ça. Mais elle m'a raconté des choses, hein. Elle m'a raconté des choses que je pouvais connecter avec ce qu'elle avait. Parce qu'elle m'a dit effectivement, quand elle dort, tout ça, bon, elle voit qu'elle a des bébés, tout ça. Wow. Oui, qu'elle a des bébés. Donc c'est quand même aussi spirituel. Oui, il y a des cas spirituels comme ça. Et donc, je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, hein, d'abord, je lui ai prescrit les médicaments, je lui ai dit, bon, va à la délivrance et qu'on puisse résoudre le problème. Donc, le corps, l'âme et l'esprit peuvent conjuguer ensemble pour donner ces problèmes-là. Il faut avoir le discernement, c'est tout. C'est très important. L'homme étant tridimensionnel, il faut qu'il y ait guérison et santé holistique, corps, âme et esprit, c'est vraiment très important. Pasteur Nguetia, voici l'histoire, ce couple en déliquescence, au bord de la rupture, au bord de l'implosion. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai que, comme on dit chez nous en Afrique, il a fait coco et la dot, ils ne sont pas encore mariés, mais il menace de quitter sa compagne. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il y a beaucoup d'éléments vraiment anxiogènes vraiment qui donnent de l'angoisse et tout ça. Et comme on l'a vu, ça peut entraîner vraiment qu'il y ait du lait dans le sein de cette femme. D'abord, on a vu les parents, le mariage n'est pas régularisé. N'est-ce pas? Bien sûr. On est dans une situation où la femme n'est pas sûre de son lendemain dans le couple. Donc il n'y a pas de sécurité. Et elle trouve un travail où elle a une responsabilité. Et dans cette responsabilité-là, si une grossesse survient, vous voyez ce que ça fait. Elle sera moins opérationnelle. C'est ce qu'elle craint en fait. Elle finit par dire à son mari, je suis d'accord, nous allons faire l'enfant. Et comme le docteur a parlé de la complexité du corps, et quand l'esprit et l'âme sont sous pression, c'est sûr que elle désire un enfant. N'est-ce pas? Mais le cerveau qui reçoit ce message, même elle peut s'imaginer en grossesse, comme ce que le docteur a dit. La Bible parle des fantasmes aussi. Quand vous lisez Ézéchiel 16, comme Ézéchiel 23, vous y trouvez des fantasmes. Il y a des gens qui peuvent imaginer, et il y a des femmes même qui peuvent imaginer qu'elles sont enceintes et tout ça. Il y en a qui peuvent être enceintes et puis qui peuvent nier la grossesse jusqu'à l'accouchement. Donc l'homme est très très complexe. Justement, au niveau des fantasmes, c'est bon ou c'est pas bon?
Non, les fantasmes, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des suggestions. Mais ces suggestions-là, est-ce qu'elles sont vraies? La Vierge dont il a parlé, qui voit qu'elle a déjà fait des enfants et tout ça, bon, ça, il faut en parler à des responsables. Mais vous êtes pasteur, pour donner quand même le décryptage. Elle voit qu'elle a des enfants. Est-ce qu'elle est visitée par ce qu'on appelle les maris de nuit? Est-ce que c'est normal? C'est son rêve qui se on met trop le problème de mari de nuit dans les choses alors que mari de nuit n'est pas encore là. Quand vous prenez par exemple Proverbe 14:1, la Bible dit que la femme vertueuse construit sa maison, mais celle qui ne l'est pas renverse sa maison de ses propres mains, pas avec les mains de Mami Ouattara. Donc, une fille qui a atteint l'âge de se marier, c'est normal qu'elle désire se marier. Et en désirant se marier, c'est sûr qu'en dormant, on va avoir des images. Il y a des filles que nous, on a rencontrées qui se sont mariées 20 fois, 30 fois dans la journée. Quand elles voient un homme, s'il peut être mon mari, autant on ne peut pas nier cette capacité de réflexion de l'homme, mais il faut trouver quelqu'un avec qui on peut parler pour être dans la réalité. Sinon, c'est cette situation qui va être exploitée plus tard par les mauvais esprits. Alors, elle n'est pas eunuque, c'est ça. Elle veut avoir des enfants. Bien sûr, c'est elle normal. n'a pas l'occasion d'en avoir, elle va rêver. La Bible dit que quelqu'un qui a faim et dort, il peut rêver qu'il est en train de manger et il se réveille, son ventre est creux. Alors, le problème est là, hein. C'est vrai, nous ne sommes pas seulement dans la théorie, nous sommes dans la pratique, comme cas pratique, voilà le conseil. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce couple? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'ouverture à l'autre, c'est ce que nous avons dit. L'ouverture aux spécialistes, comme au niveau de la médecine, l'ouverture aux psychologues, aux conseillers conjugaux, parce qu'on est là dans notre monde à faire et à refaire ce qui n'est pas vrai. On est sur nos imaginations. Alors on explique aux autres, voici ce que nous vivons. À partir du moment où on dit ce qu'on vit, vous voyez qu'on va trouver une solution à sa chose. Les examens vont dire ce qu'il y a. Si ce n'est pas un problème physique, on dira, mais vous voyez, un pasteur, à l'issue de cela, le médecin l'a très bien fait. Et il faut que de l'autre côté aussi, les pasteurs le fassent. Voilà, on a des compétences. Jusqu'à un certain niveau, il faut pouvoir recommander les gens. Alors, ça sent le roussi dans leur couple. Moi, je voudrais qu'on soit pratique. Christian veut aller voir les parents biologiques d'Esther. Ses parents sont au village. Il veut leur faire connaître sa volonté de rompre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Puisque tout ce qu'il devait faire au début, ça n'a pas été fait. Tout ce protocole-là, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu le constat de la présence du lait dans les seins, les deux auraient pu aller voir le médecin au lieu de passer du coq à l'âne et puis le mur de l'harmonie conjugale s'est lézardé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour le colmater les brèches? Maintenant que le cas pratique est venu en surface, je crois que si c'est le pasteur qui l'a vu en premier, le pasteur va lui donner des conseils pour que le mariage soit régularisé. Non, quand vous dites le pasteur va donner des conseils. Oui, non, il va lui dire de régulariser. Dites ça en même temps, parce qu'on ne dit pas que... Voilà, dites en même temps. Dire, c'est ça. À ce mari-là, c'est de détendre un peu l'atmosphère du couple. La femme a besoin d'être rassurée. On va aller voir les parents, on va les mettre dans les conditions qui vont lui permettre de pouvoir vraiment se donner tranquillement. Comme on l'a vu, il a dit que cette pression peut entraîner aussi la stérilité. Voilà. Mais le problème... Donc, ce que vous conseillez au couple, c'est quoi? On conseille au couple de régler la situation en voyant les parents et en voyant aussi des spécialistes qui vont les accompagner. Alors, on suppose qu'ils sont devant les parents. Monsieur Zabi, ils sont devant les parents. Parce que c'est un cas pratique. Ils sont devant les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire? Parce que déjà, ils ne s'accordent pas. Moi, je pense que en pareille situation, les parents ne sont pas un recours systématique, ne doivent pas être le premier recours. Les parents, les témoins de mariage, les autorités cultuelles, en principe, sont des recours de backfront, ceux qui sont en arrière. On ne doit pas avoir recours à eux systématiquement. Parce que si vous avez recours à eux systématiquement, que vous ne trouvez pas la solution tout de suite, il vous reste quoi? Donc le règlement de la situation ne doit pas se faire par personne interposée. Premièrement, ça ne doit pas se faire par personne interposée, mais ça doit se faire surtout avec les bonnes approches. Et ce que je dirais à ce jeune couple-là, premièrement, c'est d'aller consulter un médecin gynécologue. La première chose. Pour que celui-ci soit le recours, pour que celui-ci les éclaire sur le problème que la jeune dame a. Parce que c'est en l'absence de cet éclairage-là que tous les soupçons sont nés. Donc il faut qu'on leur apporte premièrement la connaissance. Quand il va savoir que je suis en train d'accabler une jeune dame qui devrait normalement bénéficier de mon aide au lieu de bénéficier ici, ou bien au lieu d'être victime ici de mes accusations. Quand il va se rendre compte
qu'il est en train de la conduire doucement, à petit feu, vers l'irréparable, je suis sûr qu'il va se ressaisir. Donc le premier recours que moi je lui conseillerais, c'est d'abord le médecin. Il faut d'abord décanter des problèmes qu'on vit, il faut décanter toujours, de mon point de vue, la science du côté spirituel. D'accord. Docteur Madi. Alors oui, comme il a dit, il faut venir voir le médecin. Le médecin, la première des choses à faire d'abord, c'est de pouvoir ne pas négliger, mais de dire que ce problème est... On peut résoudre ce problème-là. Docteur Madi, vous êtes en face, voilà. Première des choses à faire, voilà. Nous allons faire un examen de sang. C'est ce que vous dites au couple. Voilà. On va faire un examen de sang, l'hyperprolactinémie, on va chercher cela. Si l'hyperprolactinémie est normale, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'IRM, imagerie par résonance magnétique. On va aller chercher au niveau de cette glande, la l'hypophyse, qui sécrète la prolactine, on va aller chercher. Est-ce qu'il y a une tumeur? On appelle ça des micro-adénomes ou des macro-adénomes. On va faire cet examen-là. Suite à cela, si l'examen est normal, si la prolactinémie est normale aussi, il existe justement des galactorées qu'on appelle des galactorées idiopathiques. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause. Ah, ok. La science n'a pas prouvé ça, je vais dire. Et la galactorée idiopathique. Voilà. Et cette galactorée peut entraîner aussi des troubles de règles et un cycle anovulatoire, c'est-à-dire que la femme n'ovule pas. Si elle n'ovule pas, elle ne peut pas avoir des enfants. Comprenez? Donc, il est bon d'abord de les calmer. Et comme l'a dit le pasteur, en fait, c'est parce que la fille, elle est beaucoup stressée, elle n'est pas en sécurité. Comprenez? Mais la pression est mise sur elle. Oui, la pression est mise sur elle. Oui, mais c'est tellement qui a déclenché la chose, puisque à force de lui mettre la pression, elle dit qu'elle allait avec une autre personne. C'est ça. Voilà, c'est ça aussi. Ces aveux mensongers ont pourri la situation. Oui. Qui ont du coup alimenté justement l'ignorance de cette personne-là. Et il disait, puisque tu l'as avoué, il dit que tu sois fait selon ta parole. Donc il a été fait selon sa parole. Tu vois? Voilà le problème. C'est ça. Donc je crois que le jeune homme, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Comprenez? Moi je pense que c'est pas de sa faute. Parce que c'est elle qui l'a alimenté. Parce que Esther a dit, malgré tout ce que je te dis, tu ne me crois pas. Je vais te dire ce que tu as envie d'entendre. Oui, d'entendre. Tu as envie d'entendre. Oui, je sors avec quelqu'un. Voilà, c'est tout. C'est ça. Alors donc lui n'a pas cherché à comprendre, c'est tout. Et voilà. En fait, elle-même, elle ignorait les conséquences. Les conséquences de ses paroles. C'est ça. Et elle-même, elle ignorait ce qui s'est passé en elle. Vous voyez? C'est ça. Doublement, du coup, elle a alimenté les pensées de ce monsieur, ses actes, et puis bon, il a pris la décision. Et effectivement, moi, j'aurais pris cette même décision. Parce qu'après, tu me dis que ouais, tu sors avec quelqu'un, je te mets la pression. Je ne suis pas allé voir le médecin, je suis ignorant, et puis tu me... Mais je dirais la même chose. Alors, il est mieux de venir voir le médecin, il vous fait un examen de sang, il fait l'IRM, il cherche les causes, mais je crois ici, la cause là, c'est justement une cause de stress permanent. Alors, mon pasteur Nguetia Jeanne, alors oui, ben, comme le docteur et chacun l'a dit, c'est pas normal d'aller taper à toutes les portes au lieu de régler soi-même le problème. Parce que comme on a l'habitude de dire à nos amis, on leur dit, ben, il y a un petit problème, vous alertez tout le monde. Mais quand ça va entre vous, est-ce que même si vous allez taper chaque porte pour dire que, ah, en fait, ça va maintenant, est-ce qu'il va vous croire? Donc, avant même d'aller alerter les parents, il faudrait que vous-même, vous soyez responsable de vos actes, ce que vous posez comme acte. Et là, les retombées, vous saurez les supporter. Mais quand pour un petit problème, et c'est pour cela qu'on a toujours conseillé la préparation au mariage. Parce que ça devait se passer pendant les fiançailles. Voilà. Et là, on dit que bon, si j'ai du travail, il faut me laisser au moins 1 an, 2 ans avant de faire la conception des enfants. Voilà. Mais quand rien n'est fait, on passe seulement au mariage et finalement, on subit des choses, on s'accuse soi-même et puis bon, ça tourne au vinaigre. D'accord, on va faire un dernier tour de table pour des conseils pratiques. En 30 secondes ou 45 secondes, chacun va s'adresser au couple. D'accord, pasteur Nguetia? Ou bien... D'accord, allons-y. Alors, ce qu'on va dire ici, c'est que le manque de connaissances n'est vraiment bon pour personne. Il faut être courageux quand il y a un problème. Vous voyez ici, l'amour, le désir d'avoir cet enfant a fait que le monsieur a mis la pression. Avec la pression, il y a un dérèglement au niveau du fonctionnement du corps de la femme, comme le docteur l'a dit. Pour ceux qui aiment beaucoup qu'on cite les versets bibliques quand il y a le pasteur, vous pouvez noter Lévitique 15, le verset 25.
qui dit que la femme qui est réglée même à cause des soucis peut avoir aussi des pertes de sang hors de ces époques normales. Donc, quand il y a des problèmes comme ça, ce qu'il faut faire, c'est d'aller voir les spécialistes. Et comme on l'a dit, le premier spécialiste, ce sont les médecins qui vont voir ce corps physique-là. Si ce sont des problèmes spirituels après, nous sommes là pour les accompagner. Docteur Madi? Oui. Excusez-moi, effectivement, je crois que nous devons être les premiers recours dans ce cas, parce que le problème c'est la galactorée. Voilà, donc le médecin est le premier recours. Et deuxièmement, il pourra apaiser les tensions et il pourra effectivement, il y a des médicaments pour ça. Il pourra chercher l'étiologie et les choses iront pour le mieux et la femme aura ses enfants. Voilà. Monsieur Zabi, Frédéric? Moi, ce que j'aimerais dire au couple, c'est que quand il y a un problème signifie toujours un brisement ou bien une brisure d'une espèce d'harmonie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut chercher les recours au bon endroit. Et le bon endroit, quand il s'agit de quelque chose qui touche au corps, c'est d'abord les médecins. C'est ensuite les psychologues. Les pasteurs et autres conseillers viennent après, de mon point de vue. Parce que quand on n'a pas le bon recours dans la première approche, on va toujours faire des erreurs d'appréciation. Parce qu'on va donner des conseils à quelqu'un sur la base de quoi? Sur la base toujours de la même ignorance qui l'a conduit au problème. Donc il faut d'abord que le recours soit un recours scientifique. Quand on a décanté cela, on peut avoir tous les autres recours. Voilà. Nous, on a toujours dit, conseillé à nos collègues pasteurs, même si vous avez prié pour un cas de possession, ben, au cours de cette délivrance, s'il y a une blessure, il faut aller soigner la personne. Il ne faut pas dire que je vais prier et la plaie va se refermer, cicatriser. C'est ça. Donc, il faut toujours aller vers les spécialistes. C'est ce que nous disons. Voilà, chers téléspectateurs, d'ici d'ailleurs, cas pratique pour aujourd'hui, c'est terminé. Nous n'avons pas la prétention d'avoir fait le décryptage de façon exhaustive. Par la grâce du Seigneur, nous avons donné des esquisses de solutions. La causerie peut toujours continuer chez vous. Merci, au revoir et portez-vous bien.